Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar, Radio J. Farid Vaid, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur vous. Radio J. Vous êtes le co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes notamment l'un des meilleurs spécialistes de l'Iran. Et je voudrais qu'on démarre cet entretien avec l'actualité diplomatique et le déplacement du président iranien en Chine. 3e et dernier jour ce jeudi du déplacement d'Ebrahim Raïssi à Pékin. Quel est l'état d'abord de la relation entre les deux capitales, à la fois sur le plan diplomatique et sur le plan économique ? Globalement, Téhéran cherche un partenariat stratégique avec la Chine et la Russie. C'est ce qu'ils appellent le regard vers l'Est. Donc c'est vraiment une philosophie, on peut dire, de politique étrangère anti-Occident. Qui remonte à loin, ce regard vers l'Est ? Qui remonte à très loin, oui. Ça fait déjà très longtemps que le guide de la révolution, l'ayatollah Khomeini en Iran, a théorisé ceci. Et d'autres personnes en Iran essayaient de trouver un accord avec l'Occident. Vous vous souvenez de 2015 de l'accord nucléaire. Ça n'a jamais été vraiment au goût du guide. Et aujourd'hui, avec Raïssi au sein du pouvoir exécutif, il a les mains libres pour mener sa politique étrangère, et dans sa politique étrangère idéale, c'est partenariat économique avec la Chine, partenariat militaire-stratégique avec la Russie. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on doit essayer de comprendre cette visite, mais il ne faut pas oublier que le président chinois s'était rendu en Arabie Saoudite au mois de décembre. Et à ce moment-là, c'est peut-être passé inaperçu en France, mais il y a eu quand même une petite crise diplomatique entre l'Iran et la Chine, car les Chinois avaient tenu des propos sur 3 îles dans le Golfe Persique et sur leur appartenance entre l'Iran ou les Émirats arabes unis, ce qui avait créé quand même une certaine crise entre les Iraniens et les Chinois, mais en même temps, la République islamique ne voulait pas trop se fâcher avec la Chine. Donc, la relation était un peu compliquée, on va dire, ces dernières semaines. Et vous n'avez pas oublié non plus le mouvement révolutionnaire en cours en Iran. Donc, ce voyage arrive un peu, on va dire, au meilleur moment pour la République islamique, alors que les Iraniens demandent à la communauté internationale d'isoler le régime. Ils ont l'occasion de se rendre à Pékin, en Chine, deuxième puissance économique mondiale. La Chine a davantage besoin de l'Arabie Saoudite sur le plan énergétique que de l'Iran ? C'est une très bonne question. J'ai vérifié les chiffres. Et depuis que Raïssi est arrivé au pouvoir, la Chine a investi 185 millions de dollars en Iran. Juste pour l'année 2022, pour l'Irak, c'était environ 500 millions. Et pour l'Arabie Saoudite, on est sur plusieurs milliards. Donc, les chiffres veulent tout dire. Et l'Arabie Saoudite est un partenaire beaucoup plus important pour la Chine économiquement, pour la simple raison que l'économie saoudienne n'est pas isolée du monde. Et la République islamique peut dire ce qu'ils veulent. Et l'économie iranienne est complètement isolée aujourd'hui en raison des sanctions économiques. Donc les Chinois prennent quand même un certain risque quand ils investissent en Iran. En même temps, il ne faut pas oublier que dans un contexte de crise énergétique dans le monde, avec la guerre en Ukraine, les Iraniens offrent un baril de pétrole beaucoup moins cher que celui qu'on a dans le marché. Donc pour les Chinois, c'est quand même avantageux de maintenir une relation avec les Iraniens. Alors vous parliez de cette approche comparatiste au Moyen-Orient sur la présence chinoise. Compte tenu de l'isolement croissant de l'Iran, est-ce qu'on peut dire que finalement le rapport de force entre Pékin et Téhéran aujourd'hui est largement plus favorable qu'il y a 2 ou 3 ans à la Chine, et que par conséquent ils peuvent attendre de Téhéran beaucoup moins cher? Vous parliez du pétrole. Bien sûr, tout à fait. Ce qui n'est pas tout le cas en 2015. En 2015, il y a eu l'accord nucléaire. On peut dire ce qu'on veut sur cet accord, mais ça avait permis à la République islamique d'avoir d'autres partenaires, pas avec les États-Unis, ça s'est jamais fait, mais par exemple avec l'Union européenne, avec certains pays en Europe. Ils avaient signé des contrats, vous vous souvenez, avec Total. Donc effectivement, à ce moment-là, les Chinois étaient toujours dans un rapport de force favorable, bien évidemment avec Téhéran, mais Téhéran pouvait avoir éventuellement d'autres cartes aussi à jouer, ce qui n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, l'Iran est complètement isolé. Il ne faut pas oublier, c'est aussi la demande de la population iranienne. Aujourd'hui, contrairement à 2015, la majorité des Iraniens demandent l'isolement du régime. Donc des sanctions ciblées contre les responsables de la répression en Iran. Donc dans ce contexte-là, la République islamique ne peut compter que finalement sur très peu de pays. Et quelle est l'image justement de la Chine en Iran, au-delà du pouvoir ? C'est une question compliquée à répondre en Iran, vous savez. C'est pas une démocratie, il n'y a pas vraiment d'institut de sondage. Mais bon, globalement, on peut comprendre que les Iraniens... moi, j'ai toujours un exemple très simple. Quand vous regardez l'élite iranienne, les meilleures universités en Iran, ils ne vont pas continuer leurs études en Chine. Ils vont tous aux États-Unis ou en Europe. Globalement, les Iraniens, surtout les classes un peu plus favorisées... Regardent vers l'Ouest, pour paraphraser votre écriture tout à l'heure. Oui, ils regardent vers l'Ouest, ils sont beaucoup plus occidentalisés, ils ont un mode de vie très séculaire, occidentopatible, on peut dire. Pas du tout... Voilà, les Iraniens ne regardent pas vers la Chine ou vers la Russie. Ça, c'est le cas
du régime et peut-être d'une toute petite minorité de leurs partisans. Et même quand on regarde les enfants des responsables du régime, ils viennent en France, en Angleterre ou aux États-Unis pour leur voyage touristique et pas en Chine. Donc l'alliance avec la Chine, et même le mot alliance a un gros mot, le partenariat avec la Chine, c'est ce qui peut-être permettre l'effondrement, d'éviter plus d'effondrement économique en Iran. Et je vous donne juste les derniers chiffres. Moi, quand j'ai quitté l'Iran en 2017, le taux entre la monnaie iranienne et l'euro, le toman en Iran et l'euro, c'était de 1 à 4. 1 euro, 4 000 tomans. Aujourd'hui, c'est 1 euro, 50 000 tomans. Donc c'est quand même un effondrement économique majeur. Les Iraniens perdent beaucoup de pouvoir d'achat. Il n'y a plus vraiment de classe moyenne en Iran. Et dans ce contexte-là, avec tout ce qui va avec le mouvement révolutionnaire, le régime sent très bien qu'il se dirige vers un effondrement complet, économiquement, diplomatiquement, même écologiquement. Donc la seule porte de sortie pour eux, c'est de regarder vers la Chine. La Chine qui est aujourd'hui le premier partenaire économique de l'Iran. Outre la question énergétique, quels sont les autres secteurs dans lesquels ont pu investir les Chinois? L'idéal, ce que la République islamique cherche, c'est surtout avant tout de pouvoir vendre son pétrole. Ce n'est pas une question de gaz, les Chinois n'ont pas vraiment besoin du gaz iranien. Et c'est surtout d'investir en Iran. Les Iraniens sont la République islamique, en manque d'investissement. Quand on regarde par exemple le projet du fait des sanctions. Du fait des sanctions. Par exemple, sur le projet gazier en commun avec le Qatar, les Qatariens mettaient énormément d'avance sur le côté iranien, parce qu'ils bénéficient des investissements étrangers et pas le côté iranien. Sauf que, encore une fois, malgré l'idéologie et la propagande du régime iranien, les Chinois investissent très peu en Iran parce qu'ils prennent un risque considérable et ils veulent pas, même s'il y a une guerre économique entre la Chine et les États-Unis, ça reste quand même le premier partenaire économique de la Chine, ça reste les États-Unis. Les Chinois sont rationnels dans leur investissement. Et bien évidemment, ils ont aucune raison de prendre plus de risques que ce qui est nécessaire pour la République islamique. Alors, on a appris tout à l'heure que Xi Jinping, le président chinois, effectuera une visite d'État en Iran. Ce sera une première depuis 2016. Comment est-ce que vous interprétez ce geste? C'est une manière de rendre l'appareil? Ou c'est autre chose, c'est plus fort que ça? Compte tenu de l'isolement dont vous parliez tout à l'heure. On a quand même peu d'éléments sur sur cet accord de 25 ans. Dont les Iraniens et les Chinois ont beaucoup parlé en 2021. Ils ont gardé cet accord, les articles, le contenu de cet accord assez confidentiel en disant que les Chinois ont exigé cette confidentialité, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc c'est un peu difficile de répondre à votre question concrètement sur les projets économiques, même si, encore une fois, tant que l'Iran est sanctionné par les États-Unis et de plus en plus par l'Union européenne, il n'y aura pas de projet économique majeur entre les deux pays. En revanche, ce qui est important, c'est toute cette guerre d'image, de narratif, de propagande, encore une fois, avec tout ce qui se passe dans le monde, géopolitiquement. Effectivement, c'est pour les Iraniens, la manière de montrer, en fait, non, nous ne sommes pas isolés. Notre stratégie du regard vers l'Est fonctionne. Nous avons des partenaires fiables comme la Chine, comme la Russie. Et de l'autre côté, pour la Chine, il ne faut quand même pas oublier, l'Iran, c'est 85 millions d'habitants. Un pays important dans la région, avec toute l'influence iranienne dans d'autres pays de la région. Donc, pour les Chinois aussi, avec le projet des nouvelles routes de la soie, l'Iran reste quand même un pays intéressant malgré les sanctions. Alors, le président iranien Raïssi avait déjà rencontré le président chinois lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai en septembre dernier en Ouzbékistan. Est-ce qu'on peut dire que Téhéran constitue, indépendamment de la coloration religieuse de son régime, qui, à mon avis, et je vous poserai aussi la question, intéresse et interroge peut-être aussi Pékin, malgré tout, Téhéran reste un allié de poids au Moyen-Orient pour les Chinois dans leur volonté de contester de manière radicale à l'échelle globale la domination occidentale? Effectivement, vous avez répondu dans la question. Si l'Iran aujourd'hui est un peu le partenaire privilégié, on peut dire peut-être de la Chine, pas économiquement, parce qu'économiquement, on compare les chiffres avec les Saoudiens, c'est autre chose. Mais politiquement et géopolitiquement, la raison est très simple, parce que les autres pays de la région, les autres pays puissants de la région sont des alliés très importants des États-Unis. Donc Israël, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats, tous les pays de la région finalement, à part certains pays qui sont dans la galaxie, on peut dire, de l'influence iranienne. Donc pour les Chinois, la seule manière, géopolitiquement et stratégiquement, de pouvoir un peu contrer l'influence occidentale et américaine dans la région, c'est effectivement de se rapprocher de l'Iran. Encore une fois, je ne pense pas qu'ils aient des objectifs communs sur le terrain. La République islamique mène une politique étrangère régionale très idéologique, très chiite, en Irak, en Syrie, avec le Hezbollah. Je ne pense pas que les Chinois partagent exactement les mêmes objectifs régionaux de l'Iran. Mais c'est une manière, peut-être, dans
dans une image plus large d'influence et de guerre d'influence avec les Américains, d'avoir effectivement une carte à jouer. Alors pour autant, quelle est la ligne rouge, Farid Vahid, de Pékin ? Dans quelle mesure le jusqu'au boutisme du régime iranien sur les questions nucléaires et balistiques en particulier pourrait finir par gêner le président chinois, qui par ailleurs, on le sait, est très occupé en ce moment à retrouver une croissance économique dynamique qui est au cœur du contrat social de la dictature chinoise ? Les lignes rouges, le nucléaire. Je ne pense pas, ni les Chinois ni les Russes d'ailleurs, ont intérêt à avoir une République islamique d'Iran dotée de l'arme nucléaire, même si, il ne faut pas oublier, on en parle très peu, les Iraniens avancent de plus en plus vers l'arme nucléaire. C'est pour devenir au moins une puissance du seuil. Puissance de seuil. C'est aussi une ligne rouge pour Pékin ? Peut-être pas le fait d'être une puissance de seuil, mais après, c'est une chose d'être une puissance de seuil, c'est autre chose de tester sur un missile une arme nucléaire. Et les Iraniens ne sont pas encore là. Il ne faut pas fantasmer, c'est pas dans 2 semaines qu'ils vont faire un test nucléaire. Et c'est peut-être pas non plus dans leur agenda, mais effectivement, la République islamique veut dire aujourd'hui, on a le savoir-faire. Ils ont les moyens, ils peuvent enrichir. Donc c'est aussi un moyen très important de pression. Et d'ailleurs, on voit que ce moyen de pression fonctionne sur, par exemple, les Occidentaux, sur le soutien au mouvement révolutionnaire Femmes et Liberté en Iran. Je pense que le fait que le dossier nucléaire n'a pas été réglé, ça a causé quand même un problème très difficile dans certaines chancelleries ici en Occident. Mais pour répondre à la question, les lignes rouges, c'est l'arme nucléaire, mais c'est aussi la stabilité, j'allais dire, régionale. Et les Chinois n'ont pas non plus intérêt d'avoir un Moyen-Orient en feu, en guerre, instable. Et même le fait d'avoir un mouvement révolutionnaire si important en Iran, même si aujourd'hui les manifestations se sont calmées, mais tout le monde sait que ça reste quand même un sujet ouvert. Ça peut repartir dans quelques semaines, et moi je suis même persuadé que ça repartira soit dans quelques semaines, soit dans quelques mois. Et ça met aussi la République islamique dans une position de faiblesse vis-à-vis de la Chine. Vous n'êtes pas forcément un partenaire fiable et stable. Donc dans ce partenariat-là, la Chine est évidemment en position de force et Téhéran est en position de faiblesse. Alors on a beaucoup suivi, et avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs ces dernières années, la réaction américaine au rapprochement entre Israël et la Chine, avec beaucoup d'investissements stratégiques. Depuis quelques mois, il semble néanmoins que Jérusalem soit beaucoup plus prudent sur le sujet pour ne pas braquer l'administration Biden qui a poursuivi, voire même étendu la ligne dure à l'égard de Pékin que menait Donald Trump. Est-ce que les Israéliens sont également attentifs, selon vous, pour ne pas dire inquiets, à ce rapprochement entre l'Iran et la Chine ? Inquiet, sans doute. Ils surveillent de toute façon très bien ce qui se passe en Iran avec les alliances et les partenariats entre l'Iran et les autres pays. Mais encore une fois, moi j'insiste vraiment sur le fait que plus que tout, ce voyage actuellement du président Raïssi à Pékin, pour moi ça reste un moyen de propagande et d'image. Certes, c'est important. Ce rapprochement stratégique, géopolitique, c'est important. Nous, en Occident aussi, on doit se poser la question comment aider les Iraniens dans leur volonté d'avoir un régime démocratique, parce qu'un régime démocratique en Iran sera un régime beaucoup plus favorable à l'Occident, aux États-Unis. Ça serait un régime forcément moins nationaliste ? En Iran ? Oui. Non, je pense que ça sera un régime forcément même nationaliste, parce que ça revient à la culture, à l'identité iranienne. Mais en revanche, ça sera sans doute un régime beaucoup plus, en tout cas, pas pro-Occident, j'en sais rien, je ne suis pas ni un prophète ni le porte-parole du peuple iranien, mais il y a quand même une volonté très très claire en Iran, par celles et ceux qui sont aujourd'hui dans la rue, de normaliser les relations avec l'Occident, avec les États-Unis, même avec Israël, ce qui était un tabou avant. On n'en parlait pas trop de ce sujet-là, mais aujourd'hui c'est plus un tabou. Donc effectivement, si en Iran les Iraniens arrivent à instaurer un régime démocratique, séculaire, ça sera dans l'avantage de tous les pays occidentaux aussi. Parce que la République islamique, aujourd'hui, leur choix est clair. Peut-être qu'en 2015, on pouvait se poser la question. Aujourd'hui, le choix est clair. Ils regardent que vers l'Est. Même si il y a un accord sur le nucléaire, ce qui est extrêmement peu probable en ce moment, et ce n'est pas forcément peut-être souhaitable. C'est souhaitable d'arrêter l'Iran de sauter de l'arme nucléaire, mais peut-être pas avec le JCPOA. Mais même s'il y a un accord nucléaire, aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir en Iran vont continuer à faire du business avec les Chinois, avec les Russes et pas avec les Européens. Donc ça, il faut le comprendre et l'accepter. La Chine, qui est également un modèle pour les autocraties en matière de régulation rigide et serrée des réseaux Internet. La muraille de Chine numérique et les technologies qui la sous-tendent sont repris à leur compte, notamment par la Russie, dans le cadre du projet RUNET, le réseau russe cloisonné. Qu'en est-il de la relation technologique en la matière entre Chinois et Iraniens, dont le contrôle social s'est évidemment considéré
considérablement renforcée depuis le début du mouvement de protestation. C'est toujours difficile de répondre à ce type de questions parce que vous êtes face à deux pays non démocratiques, donc sans transparence. Ils répondent très peu à ce genre de questions, même dans les parlements iraniens ou chinois, il n'y a pas de débat sur ces questions-là. Après, on peut analyser et voir ce qui se passe. Ça fait des années que la République islamique parle d'un Internet national, de se couper de l'Internet mondial, d'avoir un Internet national. Dans le cadre d'un mouvement plus global qu'on appelle le Splinternet, où il y a différents Internets qui se forment. Exactement, et il parle de la nécessité d'être souverain dans le domaine numérique. Et avec le mouvement révolutionnaire en Iran, on a vu qu'ils ont réussi à le faire. À des moments, ils peuvent même dans certains quartiers de Téhéran, dans certaines régions, de manière ciblée, couper l'accès des Iraniens à l'Internet international, c'est-à-dire couper votre accès à Instagram, WhatsApp ou Twitter, mais en même temps sans couper l'accès, par exemple, à l'Internet national, à des applications iraniennes. Les Iraniens, par exemple, ils arrivaient toujours à avoir des cours en distance, même au moment où l'Internet était coupé. Donc, effectivement, on voit qu'ils avancent sur ce projet d'Internet national, sans doute. Grâce à l'aide des Chinois, directement ? J'allais dire sans doute grâce à l'aide des Chinois, mais on ne peut pas le dire de manière sûre et certaine, parce qu'on n'a pas d'informations, ils ne communiquent pas sur ces informations-là. Parce qu'on dit qu'ils ont beaucoup progressé, notamment sur la manière de couper aussi les VPN qui permettaient de contourner certaines interdictions du régime. Effectivement, ils arrivent à instaurer cet Internet national et ils sont assez efficaces quand ils le veulent, de couper, d'instaurer un blackout en Iran. En même temps, j'insiste quand même sur le fait que les Iraniens et les manifestants aussi ont pu quand même développer un certain savoir-faire et on a vu pendant ces derniers mois qu'ils ont quand même réussi à nous envoyer des images, à nous dire ce qui se passait à l'intérieur de l'Iran. Mais c'est sûr et certain, comme vous dites, même si on n'a pas des informations, c'est effectivement, on peut imaginer que les Iraniens et les Chinois collaborent et coopèrent ensemble pour instaurer un Internet coupé de l'Internet mondial. Alors on va s'y intéresser justement à ces images de la mobilisation. Une artiste israélienne d'origine iranienne, accompagnée par sa musique ce mouvement de mobilisation. Nos auditeurs la connaissent peut-être sous sa casquette d'actrice. Ils suivent la série Téhéran. Elle s'appelle Liraz Shahri. Elle l'a enregistré il y a quelques mois à Istanbul, un album intitulé Roya, Fantaisie en persan, un album sur lequel 4 artistes iraniens ont collaboré et qui a eu un certain écho parmi les manifestants. Certaines des chansons ont en effet accompagné certaines des vidéos virales dont vous parliez à l'instant, Farid Vaïd, vidéos virales de cette révolte diffusée sur les réseaux sociaux. Vous connaissez, vous suivez cet artiste ? Oui, de loin, mais je ne suis pas régulièrement, mais oui, j'ai vu passer sur Twitter ses œuvres. Oui. Et en effet, elle accompagne, alors c'est beaucoup été repris dans les médias israéliens, qui la suivaient évidemment beaucoup. C'est quelqu'un qui est suivi en Iran, en tout cas par une partie de... En tout cas, par une partie, oui, j'ai vu sur les réseaux sociaux repartager les contenus, oui, effectivement. Le fait qu'elle soit israélienne ne gêne pas dans ce cadre-là ? Ça, c'est une bonne question, c'est vraiment une question globale. Je pense qu'il y a un mouvement de fond en Iran. Vous savez, la propagande du régime, vous savez, d'Israël, était quand même très très dur pendant 44 ans. Le petit Satan. Le petit ou même le grand C'est Satan. le grand. Ouais, le grand Satan. Bon, ce fameux, dans la propagande du régime, ce fameux complot judéo-maçonnique, vous savez, ça revient tout le temps. Quand vous écoutez la République islamique, même les manifestations Femmes et Liberté actuellement en Iran, finalement, c'est des marionnettes qui sont sous le contrôle d'un complot mondial. Donc on est quand même en Iran, la population a eu ça pendant des décennies. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est de voir aujourd'hui, vous avez toute une partie, notamment de la jeunesse, en fait, qui brise ces tabous et qui n'est plus réceptif à ce genre de message. C'est le tabou ultime, Israël, le rapprochement, le dialogue avec Israël ? Géopolitiquement, oui. Ouais. Dans la politique étrangère. Plus encore qu'avec les États-Unis ? Ah oui, ça n'a rien à voir. Avec les États-Unis, en 2015, ils ont négocié. Vous vous souvenez du ministre des Affaires étrangères iranien et américain qui se promenaient à Vienne ensemble et qui se serraient la main. C'est inimaginable avec Israël. Ils ne permettent même pas aux sportifs iraniens de participer dans des compétitions sportives, de s'affronter avec des sportifs israéliens. Donc c'est effectivement dans la politique étrangère de la République islamique, c'est le tableau ultime. C'est comme le voile à l'intérieur de l'Iran. En fait, c'est des choses qui font partie de l'ADN très profond de la République islamique. Même si c'est irrationnel, même si la grande partie de la société iranienne aujourd'hui ne veut plus de tout ça, ils ne lâcheront pas parce que la toute petite minorité fanatique qui soutient toujours le régime, je ne parle pas de ceux qui soutiennent le régime pour des raisons économiques. Ils sont quand même... Pour moi, c'est eux qui jouent le rôle le plus trouble en ce moment en Iran.
mais il y a une toute petite minorité, ils sont très peu nombreux, mais fanatiques, qui soutiennent le régime, très idéologisés, qui ont les armes, qui ont le pouvoir. Et pour eux, effectivement, c'est inadmissible de se rapprocher d'Israël. Dans l'une de ses chansons, Liraz Shahri s'interroge: jusqu'à quand serons-nous silencieux? Jusqu'à quand garderons-nous la tête baissée? C'est précisément l'un des mots d'ordre de ce mouvement en cours en Iran. On écoute le titre Roya. Farid Barid, on vient d'écouter Roya, l'un des titres du nouvel album de l'artiste israélienne d'origine iranienne Liraz Shahri. Où en est justement la contestation sociale en ce moment? Est-ce qu'on vous percevez, vous en avez dit un petit mot tout à l'heure, une forme de lassitude, ou c'est seulement une pause? Je pense, non, ni l'un ni l'autre. En fait, on ne doit pas se concentrer uniquement sur les manifestations dans la rue en Iran. Sinon, effectivement, là, on peut avoir le sentiment que ça s'est calmé. En fait, le mouvement en Iran, c'est un mouvement très profond. C'est déjà un mouvement culturel, c'est un mouvement intellectuel. Et sur tout ça, il n'y a aucune pause. Et les militants continuent de parler. Alors, sous quelle modalité, au-delà donc de la manifestation? Déjà, par exemple, ce qui a changé, de nombreux témoins nous disent, aujourd'hui, il y a de plus en plus de filles et de femmes en Iran qui se voilent plus. Ça reste toujours interdit. C'est un crime en Iran de ne pas être voilé, et elles prennent quand même un risque considérable en faisant ça. Mais ça reste un combat politique, c'est un acte très important. La police des mœurs est moins rigide, et moins violente dans la manière d'interpeller ces femmes. L'idéologie est toujours là, mais effectivement, je pense qu'on doit s'en rendre compte, et peut-être en toute modestie, mais se féliciter aussi que ce soit les médias occidentaux, les Iraniens, ceux de la diaspora. On peut avoir le sentiment, peut-être qu'aujourd'hui, tout ce combat-là commence quand même à donner certains fruits. Par exemple, on voit une vague de libération en Iran, même si il faut rester quand même très vigilant. Ils sont très bien capables, vous savez, ils sont très forts en guerre psychologique. Ils peuvent libérer un certain nombre de militants et 2-3 semaines après exécuter un prisonnier politique. Et donc, on a quand même face à un régime qui est assez vicieux. Mais après, il ne faut pas sous-estimer aussi la puissance et le pouvoir de l'opinion publique, de la pression internationale. Aujourd'hui, où en est le mouvement ? Je pense que le mouvement essaye de se former déjà autour d'une opposition structurée. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce qu'on est toujours dans un mouvement très horizontal, sans incarnation politique et partisan, ou se prépare déjà la suite, c'est-à-dire de prochaines élections avec un représentant de l'opposition qui incarnerait cette révolte? Il y a beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Aujourd'hui, il y a le mécontentement. Bon, pour une révolution, vous avez besoin du mécontentement. C'est là, c'est sûr, et depuis très longtemps. La question de la réforme ne se pose plus, parce que c'était une question. Les Iraniens se demandaient, est-ce qu'on peut petit à petit, à l'intérieur, aller vers un effondrement du régime sans aller vers un affrontement direct? Aujourd'hui, toutes les opinions, tous les sondages le montrent, les analystes le montrent, les Iraniens ne croient plus dans la possibilité de ce scénario-là. Donc le mécontentement est là. Les Iraniens savent qu'ils veulent un changement de régime, vers un régime séculaire, la séparation de la politique et de la religion. Bon. Mais aujourd'hui, ce qui manque, effectivement, et la République islamique a fait tout pour ça. Il n'y a pas en Iran, à proprement parler, de partis politiques, de syndicats. Il faut quand même à un moment un leadership. Je ne parle pas d'une seule personne, mais en tout cas d'une coalition pour donner les revendications de manière plus claire et de coordonner le mouvement en Iran. Mais aujourd'hui, ce qui me donne de l'espoir, c'est de voir que c'est en cours. À l'intérieur de l'Iran, on voit il y a de plus en plus d'organisations. Parmi quel type de courants? Des courants réformateurs ou même des courants au sein du parti conservateur au sens large qui émettent des critiques par rapport à la ligne directrice de Raisi? Il se passe quand même beaucoup de choses de fond. Déjà, vous avez vu aux États-Unis, à Georgetown, il y avait quand même un certain nombre d'opposants qui sont quand même connus et qui se sont regroupés, rassemblés et qui ont parlé ensemble. C'est déjà une première chose importante. L'exercice ça c'est un exercice démocratique de se mettre ensemble, de se parler. Je parle du fils du dernier Shah d'Iran, de Masih Alinejad, et de Golshifteh et des autres qui étaient de Shirin Ebadi. Dont la parole porte, notamment le cas du fils du Shah. Chacun et chacune d'entre eux ont une certaine influence sur une certaine partie de la population. Je ne pense pas que, par exemple, le fils du dernier Shah ou Masih Alinejad n'ont peut-être pas une influence sur 70% des Iraniens. Mais ce qui est important, c'est que chacun et chacune ont une influence quand même considérable sur une partie de la société. Et c'est ça que c'est important. Ils doivent tous se parler ensemble. Et même, ils doivent pouvoir parler avec
Et les opposants qui sont à l'intérieur de l'Iran, vous savez, moi, l'idéal, et c'est mon rêve de regrouper ces gens, par exemple, à Fontainebleau, avec des opposants qui sont aux États-Unis, des opposants qui sont en Iran, Ouais. former un congrès et parler et de les aider, d'envoyer un message clair aux Iraniens, d'accord, il y a une opposition structurée, on sait où on va, on s'est mis d'accord sur des axes du prochain système politique en Iran, parce qu'aujourd'hui, c'est une demande claire de la partie de la population. Mettez-vous d'accord, parlez-vous ensemble, il faut avoir une feuille de route claire, parce que, en fait, ça peut être très vite très frustrant, parce qu'encore une fois, le mécontentement est là. Personne ne veut en Iran aujourd'hui de la République islamique, à part quelques gardiens de la révolution et ceux qui ont une pensée idéologique ou des intérêts économiques. Donc vous êtes quand même une majorité absolue de la population qui veut passer à autre chose. Maintenant, c'est aussi, j'allais dire, à l'élite iranienne, que ce soit de la diaspora ou de l'intérieur de l'Iran, de prendre ses responsabilités. Et c'est aussi à nous, donc ici en Occident, que ce soit nos gouvernements ou les médias ou l'élite occidentale, de les aider aussi. Alors vous disiez, c'est mon rêve de réunir tous les opposants à Fontainebleau pour essayer de porter un projet commun. Dans quelle mesure la diplomatie française pourrait avoir un rôle de médiation ou un peu plus pour porter ce type de projet d'opposition? Moi, je suis persuadé que la France a un rôle à jouer dans ce qui se passe en Iran, un rôle important. Les États-Unis, ça reste la première puissance mondiale. Il y a énormément d'Iraniens qui habitent aux États-Unis. Et même si aujourd'hui, il y a beaucoup d'Iraniens, énormément d'Iraniens qui sont très américanisés en Iran, et ça reste quand même un pays particulier dans l'imaginaire collectif iranien. Avec les souvenirs du coup d'État des années 50. Quand même avec beaucoup de hauts et de bas. Voilà, ça reste quand même un pays particulier, même si moi personnellement j'ai aucun problème avec les États-Unis et beaucoup d'Iraniens non plus. Mais c'est peut-être pas le pays idéal qui pourra créer cette plateforme qui fera, on va dire, une certaine forme d'unanimité. Et je parle même pas de l'Angleterre. Bon, l'histoire compliquée entre l'Iran et l'Angleterre. Et le Canada, ça reste loin, même s'il y a beaucoup d'Iraniens qui habitent au Canada. La France a une position privilégiée, c'est au sein de l'Europe, c'est au cœur de l'Europe. Et une diaspora iranienne importante en Europe. Ceux qui sont en Amérique du Nord aussi peuvent se regrouper en France. Et la France a joué quand même un rôle historiquement important. Vous vous souvenez, de toute façon, même à la révolution de 79, il y avait beaucoup de révolutionnaires iraniens qui étaient à Paris au début du XXe siècle. C'est encore dans l'actualité à Neuf-le-Château, on l'a suivi ces dernières semaines. Exactement, et même avant, au début du XXe siècle, ceux qui ont fait la révolution constitutionnaliste en Iran, les premiers démocrates républicains en Iran, la plupart avaient fait leurs études en France. Donc la France quand même bénéficie globalement d'une bonne image. Alors c'est votre souhait. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est votre souhait, mais est-ce que vous percevez un intérêt de la part de la présidence de la République, du Quai d'Orsay, pour essayer d'aller un peu plus loin ? Au moment où l'on se parle, en tout cas. J'ai pas eu l'occasion d'échanger, que ce soit avec l'Élysée ou le Quai d'Orsay, mais on se souvient très bien que le président de la République avait accueilli 4 opposantes iraniennes à l'Élysée. Et donc, ils n'étaient pas allés à Londres ou à Berlin. Donc et dans quelle mesure la diplomatie des otages de la République islamique évidemment joue un rôle et un impact sur les choix de Paris en la matière? C'est la question. C'est la dernière d'ailleurs. Ce qui empêche peut-être et le Quai d'Orsay et la diplomatie française d'aller peut-être l'Élysée d'aller plus loin dans le soutien au mouvement en Iran, ça reste la question des otages. Mais sur ce point-là, moi j'ai toujours été, c'est mon avis, mais j'ai toujours été assez clair, face à des régimes, que ce soit la République islamique ou la Russie ou la Chine, qui comprennent la puissance, la force. Aujourd'hui, s'ils continuent à prendre des otages, c'est parce qu'auparavant, ça a marché. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ça reste des cartes à jouer lors des négociations nucléaires. Donc il ne faut pas céder. Il faut surtout pas céder. Quitte à ce que des prisonniers franco-iraniens ou iraniennes restent. Moi, je pense en fait, en ne cédant pas, à long terme, à moyen terme, on aide déjà d'autres franco-iraniens qui ne se fassent pas arrêter, et même à ceux qui sont arrêtés. Je pense qu'en tenant une position forte, on sera peut-être plus efficace pour le faire sortir de l'Iran. Regardez, certains d'entre eux, ça fait des années qui sont en Iran. Fali Boudelkha, la chercheuse de Sciences Po, ça fait des années. Nazanin Zaghari, c'était une Irano-Britannique pendant des années. Elle était détenue en Iran. Elle n'a pas vu sa fille grandir jusqu'à ses 5-6 ans. C'est quand même horrible. Pourquoi ils le font ? Parce qu'ils voient que ça marche. Aujourd'hui, ils ont un diplomate qui est détenu en Belgique. Qui est lié donc au projet d'attentat à Villepinte. Oui, ils pensent qu'en ayant des otages, ils pourront, premièrement, sur des dossiers internationaux, que ce soit le dossier nucléaire ou d'autres dossiers, ils pourront avoir des cartes à jouer. Après, in fine, ils pourront avoir un échange. Et d'ailleurs, aujourd'hui, juste dernière précision, on a des informations selon lesquelles
peut-être qu'il y aura prochainement un accord entre les Iraniens et les États-Unis sur un changement de prisonniers. Donc effectivement, à chaque fois qu'il y a un changement de prisonniers, je comprends tout à fait, il faut libérer nos concitoyens, mais en même temps, malheureusement, ça leur donne raison. Et ça les motive à continuer à le faire. On va se séparer en musique, c'est une tradition dans cette émission. Nous allons écouter à nouveau Liraz Shahri et l'un des titres phares de son précédent album cette fois. Ça s'intitule Zan Bezan. Qu'est-ce que ça veut dire, Farid Waïd ? Zan Bezan, j'espère que je prononce bien. Zan Bezan, ça dépend du contexte. Zan, ça veut dire femme, et Bezan, ça veut dire, est-ce que ça part d'une musique ? Parce que si ça parle d'une musique, ça veut dire femme joue la musique. Ah, mais ça doit être ça. Ça doit être ça. Sinon, ça veut dire femme frappe, mais ça sera un peu plus bizarre. Non, je pense que c'est la musique. Farid Waïd, merci encore beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. On peut retrouver cet entretien en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. À très bientôt sur Radio J.